À 3 mois de l'élection européenne à laquelle 55% des Français comptent s'abstenir, selon un récent sondage de l'IFOP, un intellectuel clame encore son amour pour une Europe unie et sur scène. C'est Bernard-Henri Lévy. À partir du 5 mars, l'écrivain entre à sa manière en campagne dans une tournée de plus de 20 villes européennes où il va jouer Looking for Europe, un spectacle sous forme de monologue dans lequel le philosophe plaide pour un fédéralisme européen et contre les populismes qui menacent, selon lui, le fondement de nos démocraties. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour Guillaume Bernard. Pourquoi avoir décidé de se lancer dans cette tournée ? Pour les raisons qu'on vient d'entendre à l'instant. Dans la revue de presse internationale. Dans la internationale. revue de presse internationale de Claude Guibal. Parce que ce vent mauvais, ce torrent de boue et de haine m'épouvante. Je le sens venir depuis des années. Depuis des mois, je vois bien que toutes les digues, qu'un grand nombre de digues sont lâchées partout en Europe, et je voulais réagir à cela. Réagir sous forme de pièces de théâtre ? Sous forme de ce que je sais faire. Je suis pas un homme politique, je suis un écrivain, et ce que je sais faire, c'est ça. C'est écrire un texte pour mettre tout cela en mouvement, en relation, en scène, et aller porter cette parole partout. Partout, ça veut dire bien sûr en France. Je serai à Paris, je terminerai à Paris. Vous allez terminer à Paris cette tournée ? Je la terminerai à Paris au mois de mai, je crois que c'est le 20 mai. Mais je vais aller... Oui, mais je vais aller à Milan, chez Salvini, je vais aller à Budapest, chez Viktor Orban, pour interroger les Européens sur ce qui est en train de leur arriver. Qu'est-ce qui fait que les idéaux démocratiques, libéraux, européens dont ils ont hérité cèdent la place à cette espèce de cochonnerie généralisée dont on a eu quelques exemples à l'instant. Alors comment faites-vous votre analyse de ce qui se passe par exemple à Budapest ou à Milan, si tant est selon vous qu'il se passe la même chose, Bernard-Henri Lévy, là-bas ? Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est la même chose, il y a des variantes. C'est la même chose parce qu'en effet, c'est le même vent de haine et de populisme. Et puis, il y a des variantes. En Hongrie, par exemple, il y a cette idée que Bruxelles remplace l'empire austro-hongrois contre lequel avait soufflé le vent des nationalités. Il y a cette idée-là, et probablement d'ailleurs un malentendu que nous n'avons pas su voir venir dès le début des années 90. Celui-là, c'est-à-dire le fait que lorsque les Hongrois disaient « nous voulons revenir en Europe », d'une certaine manière, ils disaient « nous voulons embrasser les valeurs de l'Union européenne », et certains d'entre eux disaient probablement déjà « nous voulons revenir au principe des nationalités dont nous savons par avance que Bruxelles sera la prison ». Donc il y avait cela en Hongrie. En Italie, c'est encore autre chose. En Italie, l'Italie est un laboratoire. C'est la deuxième fois qu'elle l'est au XXe siècle. Et ce laboratoire, première fois c'était Mussolini, deuxième fois c'est Salvini, mais préparé par Berlusconi. C'est-à-dire qu'il y a eu tout de même 20 ans sur lesquels nous avons tous fermé les yeux, ou 15 ans, 20 ans, de berlusconisme, c'est-à-dire de populisme cathodique, de pré-fascisme ou de crypto-fascisme dans certains cas, même si chez Berlusconi c'était beaucoup plus enveloppé, et on a laissé tout cela se développer, à commencer par les Italiens eux-mêmes. Alors justement, je vais vous demander de préciser votre pensée, puisque à de nombreux égards, Salvini n'est pas Mussolini, l'époque n'est pas la même. Comment faites-vous pour rabattre une situation sur l'autre, Bernard-Henri Lévy ? Mais moi je suis un partisan résolu du point Godwin. Je crois que le point Godwin est un point qu'il faut savoir franchir, parce que ça s'appelle la mémoire, ça s'appelle la cote d'alerte, ça s'appelle les lanceurs d'alerte. Il y a des moments, en effet, alors évidemment que c'est pas la même chose. Bien sûr que les démocraties libérales où on mine les fondements de la démocratie par des moyens démocratiques et par les moyens de l'élection, c'est pas un coup d'État, etc., naturellement. Mais il y a, regardez Salvini, écoutez-le, cette nostalgie du chef, cette haine de tout ce qui dépasse, cette haine des minorités, cette xénophobie, cette relation aux migrants, cette façon de foutre à la mer les enfants de migrants. Cette audace, ce culot, dire qu'après tout, ils ne seront pas plus mal lotis, les enfants de migrants, que ses propres enfants ou ceux de je ne sais qui, 2-3 ans qui apprennent à nager. Il y a dans tout cela un parfum.
dont il faudrait être bien sourd et bien aveugle pour ne pas dire que ça rappelle, en effet, l'époque du fascisme. Je vais tenter de souligner une différence, Bernard-Henri Lévy, entre Salvini et Mussolini. À l'époque de Mussolini, c'était des religions séculières. Les individus étaient prêts à se sacrifier pour ces religions. Aujourd'hui, dans tous les partis d'extrême droite que l'on voit en Europe, la volonté de sacrifice est assez faible. Ça se traduit par des voix absolument démocratiques et avec un discours sur la prolongation de la démocratie et non sa négation. N'est-ce pas une différence importante à vos yeux ? Écoutez, oui, mais le mussolinisme naissant parlait de la démocratie, parlait de sa prolongation et envisageait tout à fait, en tout cas c'est ce qu'il disait, de se couler dans le lit des procédures démocratiques. La différence n'est pas là. La différence, elle est d'abord dans l'existence de l'Europe, qui fait que il y a tout de même un corset qui fait que ça marche pas. Et ces matamores que sont Salvini et Di Maio en ont rabattu très vite quand ils se sont fait gronder par la Commission européenne et par parenthèse par les marchés financiers. Donc la différence, elle est là, c'est qu'il y a des structures. C'est un héritage tout de même du paradigme post-1945 et de cette construction européenne. Il y a quelque chose qui tient. On le voit aussi avec le Brexit. Regardez, Brexit qui était supposé, ça fait 3 ans que ça dure, hein, c'est en même temps la preuve que cette Union européenne est plus solide qu'on ne pensait. Il y a ça, et puis il y a la société civile italienne qui a de la mémoire et qui sait qu'on est en train d'approcher du point Godwin et qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Moi, mardi, donc je serai à Milan. Il se trouve que la salle est bourrée, qu'il y aura beaucoup de monde, que les gens ont envie d'entendre cela. Je ne vais pas aller parler en terrain hostile. C'est très important, ça, c'est très intéressant. Sur la question des migrants, ne trouvez-vous pas justement que l'Europe a laissé l'Italie bien seule finalement ? Est-ce que la France a pris sa part dans cette question-là ? N'y a-t-il pas aussi une responsabilité importante de notre pays, des structures européennes, Bernard-Henri Lévy ? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle cette campagne européenne, il ne faut pas la mener dans la béatitude. Moi, le texte que je vais jouer, interpréter, performer, c'est un texte qui est sévère vis-à-vis de l'Europe telle qu'elle existe. C'est un texte qui est où je fais des propositions sur ce que cette Europe devrait devenir. Une Europe, en effet, qui appliquerait les lois de l'hospitalité sur lesquelles elle est fondée de manière beaucoup plus audacieuse. Moi, je prône une Europe beaucoup plus sociale, comme on dit, mais je donne à ça un contenu. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une Europe sociale ? Ça veut dire des choses très précises. Ça veut dire, par exemple, que je pense que pendant la dernière présidentielle française, il y avait une très belle idée, qui était une idée de Benoît Hamon, qui était celle du revenu minimum universel. Sauf qu'elle était inapplicable dans le cadre d'un seul pays, hein, comme autrefois la Révolution. Bien. Je crois que cette idée-là, elle est applicable à l'échelle de l'Europe. J'explique comment dans le texte, vous verrez, j'explique comment, un petit peu combien ça coûte, etc. Et ça, je pense que l'Europe peut le faire. Et je pense que accessoirement, tous ces gens qui se disent, et ils ont raison, mais moi, ils ont raison. On a toujours raison de se poser des questions, bien sûr. Moi, l'Europe, qu'est-ce que ça m'apporte ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça change à ma détresse ? Ben là, ils verraient ça. Un chèque Hamon, un chèque revenu signé Europe. Voilà un exemple. Il y en a d'autres. La Banque Centrale Européenne a été capable d'ouvrir les vannes d'un gigantesque quantitative easing, c'est-à-dire un flot de liquidités pour les banques. On pourrait tout à fait imaginer un quantitative easing pour le pouvoir d'achat, pour les ménages européens, venus de la même source, de la même origine, et probablement avec des montants bien moindres et qui changerait beaucoup de choses aussi au sort des gens. Donc moi, je suis pour cette Europe-là. Je suis pas pour une Europe qui perdurerait en l'état et qui changerait pour que rien ne change. Perdurer en l'état, est-ce que ça veut dire pour vous, Bernard-Henri Lévy, que cette Europe, c'est l'Europe, disons, des politiques néolibérales ? C'est une Europe des politiques néolibérales. Moi, je suis français, c'est-à-dire que je suis l'héritier d'une culture qui a pensé ensemble la liberté et l'égalité. Hein, c'est ça, la culture, une part de la culture politique française. C'est qu'il n'y a pas d'espoir d'égalité si on n'est pas intraitable sur la liberté et sur le libéralisme, et que le libéralisme ne vaut rien s'il n'est pas articulé
a une aspiration à l'égalité. Donc je veux les deux. Mais en effet, le libéralisme n'est pas... je suis de ceux qui pensent qu'il n'est pas un gros mot, qu'il ne faut pas transiger sur ses principes et que si on met un doigt dans cet engrenage, c'est tout l'édifice qui est perdu. On a l'impression que ce populisme, il est aussi très largement lié, Bernard-Henri Lévy, au fait que les peuples n'ont pas été entendus. D'ailleurs, ils n'ont pas été entendus en France, puisqu'ils s'étaient majoritairement déclarés contre un traité, contre un référendum européen. Il y a eu malgré tout beaucoup de critiques adressées à l'Europe, et celles-ci n'ont pas été entendu. Pourquoi faire cette tournée européenne alors que les peuples n'ont pas été entendus finalement? Est-ce que vous n'allez pas encore accréditer l'idée qu'on n'écoute pas le peuple? Écoutez, il ne m'appartient pas de suppléer à l'écoute défaillante des politiques. Enfin, s'il y en a bien dont on ne pourra pas dire qu'il n'a pas entendu, c'est moi. Parce que je vais en effet jouer sur scène, mais je vais aussi entendre, je vais écouter, je vais arriver dans toutes ces villes. Le public va vous poser des questions. Le public va me poser des questions. Il y a un site internet où des questions seront adressées, auxquelles je répondrai, d'abord par le site internet lui-même et pour certaines d'entre elles sur scène. Mais sur la situation française, Bernard-Henri Lévy, vous avez eu l'occasion de discuter avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, et de leur politique, de la manière dont ils l'envisageaient, le fait que les politiques français n'aient pas entendu le peuple, à moins que vous ne soyez pas d'accord là-dessus. Mais on n'entend jamais assez le peuple. Qu'est-ce que je vous dis? Bien sûr qu'ils n'ont pas entendu, mais donc pas assez. Je vais vous le dire autrement. Alors, il y a eu un référendum. Au terme de ce référendum, manifestement, la majorité des Français ne voulaient pas de cette Europe-là, et on leur dit qu'on va leur offrir plus d'Europe. oui, non, le référendum, malheureusement, les Français disaient non seulement cette Europe-là, mais enfin qu'ils voulaient casser le processus européen. Oui, je pense que ça aurait été une erreur tragique. Oui. Est-ce que, par exemple, le fait de s'accrocher à l'euro, il y a encore une étude qui vient de sortir aujourd'hui qu'on a commentée. Alors, cette étude est très controversée, mais disons qu'on a l'impression que, finalement, la France n'a cessé de s'appauvrir en faveur de l'Allemagne durant ce processus-là, et c'est peut-être le même sentiment qui prévaut aujourd'hui en Italie. Mais je crois que c'est faux. Écoutez, je ne connais pas l'étude dont vous parlez, je ne suis pas moi-même économiste, mais enfin j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je crois que c'est inexact. Je crois que les peuples constitutifs, les pays partenaires, membres de l'Union européenne, seraient infiniment plus appauvris s'ils sortaient de l'euro. Et vous savez, les Grecs l'ont bien compris, Monsieur Tsipras, quand la question s'est vraiment posée, de savoir si on sortait de l'euro, si on venait à la drachme, à l'époque où Poutine se frottait déjà les mains et avait commencé d'imprimer les nouvelles drachmes dans les machines à imprimer de Moscou. Ils ont fait le raisonnement inverse. Ils se sont dit, en effet, ce serait bien pire et il faut rester dans l'euro. Et je crois que c'est ça, la réalité. Vous allez débuter donc cette tournée européenne, Bernard-Henri Lévy. Vous allez à Milan. Vous allez aller aussi à Gdansk le 12 avril. Pourquoi à Gdansk? Je vais aller à Gdansk parce que j'y avais été invité par un homme qui s'appelait Pavel Adamovitch, qui était le maire de Gdansk, que je connaissais depuis longtemps, avec qui j'étais en contact, qui avait beaucoup insisté pour que je vienne à Gdansk plutôt que Varsovie, et qui, comme vous savez, a été assassiné il y a quelques semaines dans la rue à Gdansk. Donc, je devais y aller. Je vais y aller maintenant, si j'ose dire, plutôt 2 fois qu'une. Cette représentation à Gdansk prendra évidemment une toute autre tournure et une toute autre tonalité. Elle sera tout entière dédiée à la mémoire de Pavlovitch, à la mémoire d'Adamovitch, de Pavel Adamovitch, à la mémoire de toutes les de tous les héros de Solidarnosc, et puis elle sera dédiée à sa famille, dont certains viendront spécialement pour cela. Et ça sera un moment, pour moi en tout cas, de grande émotion. Comment expliquez-vous la situation en Pologne? Parce que là aussi, c'est surprenant. Lorsque la Pologne s'est démocratisée, on a dit que c'était un véritable laboratoire, que la transition vers la démocratie était parfaitement réussie en Pologne. Et aujourd'hui, je vais utiliser un euphémisme, on ne tient pas le même discours. Il y a plusieurs explications. Il y en a une, c'est les dégâts du communisme. Les 40 ans de communisme, c'est
ça crée des dégâts dans la société, dans la culture et dans les têtes. Ça s'en va pas sans laisser de traces. Vous savez, on avait une expression à l'époque qui était tellement fausse dans le débat intellectuel, une expression qui venait en particulier de Jean Baudrillard, qui était une hypothèse, hein, mais qui était fausse. Le sociologue qui était Jean Baudrillard. le grand intellectuel et sociologue Jean Baudrillard, aujourd'hui disparu. Il voyait ce processus de décommunisation comme une débâcle, comme un dégel. Hein. Sous la glace, il y aurait une espèce, on pensait qu'il y aurait une sorte d'homme intact, une sorte d'homme à l'oreille cassée d'Edmond About, pour prendre une autre comparaison littéraire, qui surgirait de cette glaciation. Ben, c'était pas ça. L'homme intact démocratique, il n'était pas au rendez-vous. Ce qui était au rendez-vous, c'est autre chose. C'est ça, avec des remugles d'un passé non démocratique, avec des vieilles histoires fascistes. La Pologne n'a pas fait son deuil de son propre passé criminel, en particulier sur la question de l'antisémitisme. Donc tout ça, ce qui remonte à la surface, c'est tout ça. Mais alors, est-ce que c'est la remontée à la surface? Parce que Bernard-Henri Lévy, l'un de vos premiers ouvrages, La barbarie à visage humain, c'était en 1977, était justement marqué du sceau de la critique du totalitarisme. Vous incarniez, avec quelques autres, la gauche anti-totalitaire. Et aujourd'hui, ce que l'on voit réapparaître, c'est la lutte des classes, une volonté de lutte des classes. Elle n'est pas aujourd'hui subie, elle est promue par beaucoup de gens en France, ailleurs. Est-ce que finalement, ça n'est pas cette fois-ci la critique de la gauche antitotalitaire à laquelle se livrent tous ces peuples? C'est-à-dire qu'ils veulent de la nation et ils veulent de la lutte des classes. C'est pas de la lutte des classes, c'est de la haine. Et la haine, c'est pas la lutte des classes. La lutte des classes, c'est la colère plus l'espérance. C'est la colère plus la fraternité. Et dans les pays dont nous parlons en ce moment, et y compris en France, j'entends beaucoup de haine et j'entends pas beaucoup d'espérance. Et que ce soit la lutte de classe version Marx, version socialisme français, il y avait version mai 68, par exemple. Il y avait cette dimension-là. Pardon Guillaume Herder, mais ça fait une différence majeure. Là, il y a un parti de la haine qui fait d'ailleurs, qui va d'un bord à l'autre de l'échiquier politique. Et quand j'entends François Ruffin, par exemple, qui est classé à gauche, je peux pas ne pas l'entendre consonner avec ce que disent les gens du Front National. Et ça, on n'avait pas ça à l'époque de la lutte des classes dans les années 30. On n'entendait pas ça en 1968. On va en reparler, je vous demanderai de préciser votre pensée sur François Ruffin. Et puis, plus généralement, on verra, Bernard-Henri Lévy, comment cette Europe qui, selon vous, peut sauver les peuples, comment cette Europe pour laquelle vous vous engagez au travers donc de cette tournée qui va débuter le 5 mars prochain à Milan, pourrait être une Europe préférable à d'autres alternatives qui semblent aujourd'hui en train de se dessiner. On se retrouve donc dans une vingtaine de minutes. Il est 8h sur France Culture. Nous retrouvons notre invité Bernard-Henri Lévy. À partir du 5 mars, Bernard-Henri Lévy, vous allez entrer à votre manière en campagne dans une tournée. Plus de 20 villes européennes où vous allez jouer Looking for Europe. Il y a une vingtaine de minutes, vous évoquiez la situation politique française avec des jugements peu amènes, par exemple sur François Ruffin. Avant de revenir à cette situation politique à l'extrême gauche et à l'extrême droite, un mot sur ce que vient de dire Stéphane Robert sur Emmanuel Macron et Alain Juppé. Écoutez, Alain Juppé, moi, c'est pas ce qu'il y a de plus indigne. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus indigne dans la droite française, malgré quand même deux dossiers extrêmement lourds de politique étrangère, la Bosnie et le Rwanda. Où je pense que là, il a été. Ah bah pourquoi? Parce qu'il a été un très mauvais, contrairement à ce qu'on dit partout, il a été un très mauvais ministre des Affaires étrangères dans les deux cas. La Bosnie parce qu'il a été complice de l'abandon des Bosniaques sous l'autorité d'Édouard Balladur et de François Mitterrand, et le Rwanda parce que la France a joué le rôle que nous savons de soutien aux Hutus à l'époque du génocide des Tutsis, et qu'il a exercé des responsabilités très éminentes dans cette période. Donc ça, c'est deux sujets évidemment, enfin sur lesquels je ne lui ferai jamais, qui pour moi sont impardonnables. Mais enfin, puisqu'on en est à l'heure des bilans, qu'il quitte la vie politique et qu'il le fait, je trouve, avec beaucoup d'élégance et de dignité, je conviens aussi qu'en tout cas, pour le reste, c'est pas ce qu'il y a de pire dans la culture de la droite française. Et Emmanuel Macron, vous en pensez quoi?
Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Je le trouve courageux. Je le trouve probe, c'est-à-dire faisant ce qu'il a annoncé. Racontant pas des salades. J'étais très impressionné. Hier soir, j'ai regardé jusque tard ce débat dans cette assemblée de femmes. Et j'ai trouvé tout à fait bien la façon qu'il avait de répéter comme un leitmotiv « Je pourrais vous dire que », mais je veux pas vous raconter d'histoire. Voilà. Ben ça, c'est ne pas dorer la pilule, ne pas raconter d'histoire. À une époque où on nous dit tellement la politique fait pas assez rêver, hein, on nous dit ça, mais attendez, la politique, elle nous a fait rêver depuis des décennies, et c'est peut-être ça qui nous a envoyés dans le mur. Donc, il faut plus de politique qui fasse rêver. Pour autant, sur les migrants, qui disent la vérité. Il faut une politique qui dise la vérité. Sur les migrants, Bernard-Henri Lévy, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron... Bien sûr que non, mais là, attendez, c'est autre chose. Je pense qu'il n'en fait pas assez. Je pense que j'ai bien écouté ce qu'il a dit hier, impeccable sur le droit d'asile, mais il n'en fait pas assez sur le devoir d'hospitalité. Après, vous demandez ce que je pense de l'homme et de son style politique. Je vous dis, je trouve cette façon droite d'assumer ses positions, de ne pas embrouiller les gens et de ne pas leur raconter de sornettes, je trouve que c'est bien. Stéphane Robert. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à retisser les liens entre les Français que au mois de novembre dernier, il annonçait ne pas avoir réussi à réconcilier? Écoutez, en tout cas, il a fait ce qu'il fallait pour. La seule chose que pouvait faire un président de la République, là, c'était le grand débat. C'est-à-dire dire aux Français, vous avez des choses à dire, allez-y. Vous avez des questions à poser, posez-les. Hormis le cap sur lequel vous m'avez élu, il y a maintenant près de 3 ans, et donc je ne changerai pas parce que j'ai été élu pour ça, il n'y a pas de tabou. On ne peut pas faire mieux en termes de maïeutique politique et de socratisme démocratique. Un, c'est sans précédent, et deux, voilà, c'est le maximum de ce que peut faire un président. Donc, il s'est donné toutes les chances de retisser ce lien brisé dont il regrettait sur le bateau, sur le porte-avions, de ne pas l'avoir fait. Mais alors pourquoi s'est-il brisé ce lien? Pourquoi donc votre jugement qui est plutôt louangeur vis-à-vis d'Emmanuel? Mais parce que c'est un principe républicain depuis les Romains, la roche tarpéienne est proche du Capitole. Parce que c'est comme ça, parce que les Français, et ils ont raison, sont extraordinairement exigeants vis-à-vis de leurs hommes politiques et de leurs ça s'est pas passé aussi mal avec François Hollande ou avec Nicolas Sarkozy. Exactement aussi mal, à la réserve près des émeutes dans la rue, mais du point de vue de la popularité, c'est une réserve importante. Ouais. D'accord, mais ça c'est autre chose, ça c'est l'histoire de France et une face plutôt sombre de l'histoire de France. Mais on parle de la popularité des présidents. Les 5 derniers présidents de la République française sont tombés à peu près au même moment. Je ne suis pas un spécialisé sondage, mais enfin à un moment donné de leur mandat, à un niveau de popularité aussi bas, en vertu de ce principe que aujourd'hui les peuples démocratiques demandent des comptes tout de suite, et parce qu'ils disent à leurs dirigeants, vous êtes au Capitole, on va vous mener au bord de la roche tarpéienne, démerdez-vous pour ne pas y tomber. Bernard-Henri Lévy, je vous ai dit retour de la lutte des classes, vous m'avez dit non, retour de la haine. Oui. Pourquoi la haine? Mais parce que c'est ce que j'ai entendu, et c'est ce que vous avez entendu vous aussi, et vous le savez très bien, à commencer d'ailleurs par la haine contre vous, contre les journalistes et contre d'autres, sur les ronds-points et sur les Champs-Élysées pendant ces 15 semaines de ce mauvais feuilleton qui était l'histoire des Gilets jaunes. Feuilleton qui n'est pas terminé d'ailleurs. Qui n'est pas terminé, et il reste comme dans une espèce de distillateur mauvais. Ce qui sort de la distillation est de plus en plus haineux. De plus en plus haineux, vous évoquez donc évidemment les dérapages, les différents épisodes auxquels on a assisté, mais au départ finalement il s'agissait d'une demande de pouvoir d'achat supplémentaire. Il y a toujours beaucoup de gilets jaunes qui se sont détachés des manifestations les plus haineuses, et on voit que ces revendications de pouvoir d'achat ont été en grande partie non écoutées par la classe politique. Elles ont été en grande partie écoutées, en grande partie non écoutées, comme c'est le principe en démocratie.
la démocratie, c'est à la fois l'art du possible et le sens du réel et de l'impossible. Elles ont été écoutées, les 11 milliards et demi de pouvoir d'achat dégagés par le pouvoir, c'est pas non plus rien. Donc on peut pas dire cela. On peut pas dire non plus que c'est des dérapages. Un dérapage, on le dénonce. Et on le dénonce avec force. Non. Ils ont été dénoncés. Non. Je faisais non, parce qu'ils ont été dénoncés. Alors, les gilets jaunes de Commercy, par exemple, ont déclaré qu'ils n'étaient pas racistes. Mais vous savez très bien. Il y avait extrêmement peu vous savez très bien de dérapages racistes. Ce mouvement social-là, quand il veut s'exprimer, il le fait. Et il le fait, par exemple, en créant, en ouvrant une page Facebook. On n'a pas vu la page ou autre chose, peu importe, avec des milliers ou des dizaines de milliers de signatures disant pas en notre nom. Le cassage de gueule des journalistes, pas en notre nom. Les quenelles, pas en notre nom. Bien sûr qu'on a entendu sur les plateaux les uns ou les autres disant d'ailleurs tout et n'importe quoi. D'un côté, disant qu'il y avait des paramilitaires prêts à agir, et puis de l'autre côté, sur le plateau, mais comment qu'on ne vienne pas m'accuser d'eux. On n'a pas eu de mouvement massif pour dire que ce que vous appelez des dérapages en était, c'est-à-dire que les signataires ne saurait en être tenu pour comptable. Bon, alors admettons, c'est un mouvement contre l'élite, contre vous, les intellectuels, contre nous, les journalistes, mais est-ce qu'on ne l'a pas mérité? Je dis le nous pour... Mais c'est qui nous? Nous, l'élite, Bernard-Henri Lévy. Non, il y a des élites qui ont démérité, il y en a d'autres qui ont mérité. Les élites républicaines, enfin, le nom d'une pipe, ça a un sens. Les fonctionnaires de la mairie, de la préfecture du Puy-en-Velay, et qui ont failli être pris dans la tentative d'incendie. En quoi? Est-ce qu'on sait? Non, attendez. Est-ce qu'on sait d'abord s'ils ont démérité ou mérité? Est-ce qu'on sait qui c'était? Les journalistes qu'on menacé ou qu'on frappé à l'aveugle, sans savoir, parce qu'ils avaient juste un dossard presse ou un sigle BFM ou CNews. Il y a même pas, la question n'a même pas été posée de savoir s'il y avait mérite ou démérite. Et de surcroît, je vous répète, moi je suis un partisan du principe des élites républicaines, les élites du mérite, les élites de ceux qui ne se sont pas donné la peine que de naître, qui ont fait des choses, qui ont servi la République, qui ont servi leur métier, qui ont fait honnêtement leur métier. Celles-là, je crois elles méritent autant d'être respectées que les gens qui défilent sur les Champs-Élysées. Mais est-ce que ça n'est pas aussi la gauche, ou en tout cas une partie de la gauche qui ne les a pas entendus? Quand vous avez fondé la règle du jeu, je crois que c'était dans le premier ou le deuxième numéro, vous avez republié un texte de Kojève, un philosophe hégélien, pour cette partie-là des hégéliens. Il y a quelque chose d'essentiel, c'est la lutte pour la reconnaissance. Et justement, le peuple en France n'a pas été reconnu. Est-ce que nous, je peux dire nous aussi, Bernard-Henri Lévy, est-ce que justement, nous n'avons pas une responsabilité dans le fait de ne pas avoir entendu ces gens qui se vivent comme étant la France invisible? Et je ne parle pas évidemment des gens qui ont été violents, de ceux qui ont frappé mes confrères. Mais attendez, alors vous parlez de quoi? Des manifestants, qu'il y ait une France invisible, c'est vrai. Qu'il y ait, comme disait un philosophe il y a 25 ans, Jacques Rancière, une nuit des prolétaires, c'est vrai. Qu'il faille écouter les inaudibles, c'est vrai. Tout ça, c'est exact. Mais qu'on ne l'ait pas fait, il faut battre sa coulpe. Je suis le premier à le faire. Mais en quoi ça justifie qu'on soit antisémite, qu'on fasse des quenelles, qu'on traite Ingrid Levavasseur comme on l'a fait quand elle a eu le malheur de vouloir prendre une responsabilité? En quoi ça justifie? Franchement, c'est un raisonnement quand même curieux. Rien ne justifie l'homophobie, rien ne justifie la misogynie, rien ne justifie l'antisémitisme, y compris le fait de ne pas avoir été écouté. Je vous donne un dernier exemple, Bernard-Henri Lévy. La question, par exemple, de la politique extérieure de la France. Le fait, par exemple, qu'on ait été trop attentif comment dirais-je, à l'oubli des droits de l'homme dans certains pays, trop attentif pour la Bosnie, pour le Rwanda, puisque vous en avez parlé, et pas assez à ce qui se déroulait en France. Est-ce que ça n'a pas donné également une image d'intellectuel hors sol ou d'élite hors sol? Puisque là aussi, je veux bien... Mais ça dépend à qui. Apparemment, oui. Pour ceux des Gilets jaunes qu'on a entendus, ça a donné cette image-là. Mais moi, je pourrais vous parler de tant de Français que j'ai croisés à l'époque de la Bosnie, à l'époque du Rwanda, l'année dernière, quand je présentais mon film sur les Kurdes, qui au contraire, c'est des Français modestes qui se réjouissaient
ou qui attendait, qui espérait que la France s'ouvre aux autres, retrouve sa vocation internationaliste. Enfin, il y a quand même encore une gauche française qui se définit par cette ce vieux et beau mot qu'on appelle l'internationalisme, qui considère que les hommes sont frères, qui considère qu'il y a une internationale qui est le genre humain. Ça existe, cette France-là. Il n'y a pas que des gens qui disent c'est la compétition des malheurs. Si on s'occupe du malheur des Kurdes ou des malheurs des Syriens, on nous enlève de la compassion. Il y a deux France. Il y a une France, en effet, qui pense cela, qui pense quand vous occupez des Kurdes, c'est une insulte que vous nous adressez, et il y en a d'autres qui pensent à l'inverse, que les Kurdes sont aussi leurs frères. Stéphane Robert. Vous avez évoqué tout à l'heure ce qui s'est passé à la préfecture du Puy-en-Velay, l'incendie qui a eu lieu. Le préfet de la Haute-Loire explique aujourd'hui qu'il a vu que la foule, à ce moment-là, pouvait tuer. Vous parliez tout à l'heure de la maïotique mise en œuvre par le président de la République. On sait comment Socrate a fini. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, que ça se termine mal, cette histoire-là ? Écoutez, j'espère que non, parce que là, les institutions sont fortes, le bon sens est grand. Ces manifestants sont quand même, depuis le premier jour, une minorité. Il ne faut pas non plus donner à tout ça donc je ne pense pas que ça se terminera mal. Mais il y a là des épisodes absolument scandaleux. Volonté de tuer, volonté de blesser, évidemment. Alors, ça ne se terminera pas... je veux même pas imaginer ce pire-là que vous semblez évoquer. Mais ce qui est exact, c'est que on a vu des manifestants tuer symboliquement, mettre à mort symboliquement le président de la République. Pardonnez-moi, un président élu démocratiquement, c'est pas Louis XVI, c'est pas un pouvoir absolu, c'est pas vrai, c'est pas une tyrannie. Et entretenir ceux des Gilets jaunes qui se sont exprimés ainsi dans leur hallucination, c'est une mauvaise action. Une démocratie, c'est pas une monarchie absolutiste. Et ça, il faut le leur dire. 8h36 sur France Culture. Nous sommes en compagnie de notre invité Bernard-Henri Lévy. Vous allez entrer en campagne grâce à votre pièce Looking for Europe que vous allez donner dans plus de 20 villes européennes le 5 mars prochain à Milan et jusqu'au 20 mai à Paris. Je souhaitais vous faire entendre la voix de quelqu'un que vous connaissez bien, Michel Houellebecq, puisque vous avez coécrit un ouvrage Ennemi public, c'était en 2008. Et voici un extrait de L'enlèvement de Michel Houellebecq de Guillaume Niclou. Une démocratie, pour moi, c'est quand les propositions de loi viennent de la population, donc la pétition, et soient adoptées ou refusées par l'ensemble de la population, donc pas référendum. Le référendum, oui. Sinon, c'est pas une démocratie, c'est même pas une parodie de démocratie. À mon avis, même la vraie vocation de l'Europe, c'est de rendre impossible toute démocratie, d'installer définitivement le gouvernement des experts. Et vous, l'Europe, ça vous emmerde en fin de compte, alors? Non, mais je suis contre. C'est pas que ça m'emmerde, c'est que je suis contre pour les raisons que je viens de vous dire. Parce que ça ne sera jamais une démocratie. Et pour moi, la démocratie, c'est le futur. L'Europe, c'est une régression. À partir du moment où il y a élection de représentants, pour moi, il n'y a plus de démocratie. Bah, on est quand même assez libre en France, Michel. Je sais pas, enfin... Au point où c'en est, je souhaite que ça finisse en insurrection. En quoi? En insurrection. Et je trouve que Bruxelles serait un très bel endroit pour une guerre civile. Bernard-Henri Lévy, on ne peut pas dire que Michel Houellebecq soit précisément d'accord avec vous. Ah oui, mais on n'a jamais été d'accord. On en a fait un livre. Ennemi public, c'était un livre qui disait ça sur 300 pages, qu'on s'aimait beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup et je crois que la réciproque est vraie, mais qu'on était d'accord sur à peu près rien. Là, je suis en désaccord total sur ce que Gouvernement des experts. Mais non, je pense au contraire que l'accélération de la construction européenne, c'est la seule façon de sauver la démocratie. Parce que sinon, si on régresse vers l'État-nation, on aura une démocratie qui moulinera dans le vide. C'est-à-dire qui traitera des sujets pas importants. Les vrais sujets, aujourd'hui, ils ne peuvent plus se régler à l'échelle de l'État-nation. Donc, ou bien on les règle à l'échelle de l'entité européenne, à condition de la réformer, ou bien on considère qu'ils ne seront pas réglés du tout, ou qui seront réglés par le marché, ou qui seront réglés par quelques grandes compagnies. Mais la seule manière de continuer d'avoir une maîtrise de ces questions, le climat, la sécurité, la migration, les grandes questions, la finance folle, ce que vous appelez tout à l'heure le néolibéralisme, la seule façon de garder
un peu de maîtrise ou beaucoup de maîtrise, c'est en effet de construire l'Europe. Sinon, on aura une espèce de démocratie muséale pour les gogos, une démocratie poudre aux yeux. On fera des référendums d'initiative citoyenne, mais ça ne changera rien à la façon dont nous serons menés. Le référendum, le 15 mars, vous allez donner votre pièce à Genève, Bernard-Henri Lévy. Et il y a des référendums en Suisse, des RIC ou des quasi-RIC. Pourtant, c'est très largement une démocratie. Dans ce cas-là, le RIC, c'est peut-être une bonne chose. Oui, mais il y a une tradition, je trouve, à des exceptions près. Il y a eu un référendum sur les minarets, je crois, qui posait une question dégueulasse et qui a recueilli des réponses dégueulasses. Mais à quelques exceptions près, il y a une tradition du référendum en Suisse qui n'est pas mal. C'est-à-dire, c'est pas un référendum de destitution des pouvoirs. C'est pas un référendum, c'est pas des référendums chavésiens. C'est pas des référendums qui disent on a élu Monsieur Untel il y a un an, maintenant on va le foutre à la porte. Non, c'est des référendums de complément qui sur des questions très précises, qui en général auxquels on peut en général répondre par oui ou par non, auxquels il n'est pas absurde de penser qui sont posés. Là où le référendum ça va pas, c'est par exemple le Brexit. Avoir eu le culot de demander à un grand peuple comme le peuple britannique de répondre par oui ou par non à cette question de civilisation, à cette question de place dans le monde, à cette question d'une complexité tellement effarante que 3 ans d'expertise n'ont pas suffi à la régler, ce culot-là, c'est une faute morale et une faute politique et ça disqualifie la démarche du référendum. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre si justement... Alors vous sur le Brexit, certainement pas un référendum. Mais alors, on ne répond pas par oui. Regardez, Barnier et ses centaines de fonctionnaires, ça fait 3 ans qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils sont noircis des milliers de pages. Donc on a demandé au peuple britannique de répondre par oui ou par non. Et pas autre chose, pas de nuances, pas de conditions, pas de... Enfin écoutez, ce fut une colossale escroquerie politique qui a été d'ailleurs admise instantanément par ses auteurs. La semaine qui a suivi, l'un des principaux promoteurs du référendum sur le Brexit, Neil Farage, a éclaté de rire devant l'un de vos confrères britanniques en disant, en effet, j'ai raconté que des cracks à propos du fait que si on récupère nos billes de la Commission européenne, on va enrichir le système de santé britannique. Donc c'est une escroquerie assumée. Mais alors justement, comment l'expliquer si on adhère à vos propos, Bernard-Henri Lévy, on voit par exemple qu'il y a une vraie tradition démocratique en Angleterre. Est-ce que le fait que ce soit si difficile de sortir de l'Europe, ça n'accrédite pas l'idée que l'Europe n'est pas un système démocratique puisqu'on ne parvient même pas à en sortir lorsqu'on veut en sortir? Attendez, si on veut absolument en sortir, on en sort. Ça s'appelle le hard Brexit. Rien ne l'interdit. Il n'y a pas des gendarmes qui interdisent aux Britanniques de sortir. Mais ce que les Britanniques sont en train de découvrir, c'est pas qu'il est difficile d'en sortir, c'est qu'il est difficile d'en sortir sans casse, sans dommage, sans appauvrissement pour la Grande-Bretagne, sans que la Grande-Bretagne devienne la petite Angleterre. C'est ça que les Britanniques découvrent. C'est pas que c'est pas possible, personne ne les attache. Mais en revanche, ils comprennent aujourd'hui, depuis 3 ans, que la Grande-Bretagne deviendra la petite Angleterre et que le chômage explosera, que la croissance diminuera et que tout ce qu'on leur a vendu était, encore une fois, des mensonges. Toujours, si l'on essaye de prendre ces dates où vous allez faire votre tournée, vous allez aller à Berlin, ça sera le 15 avril prochain, Bernard-Henri Lévy. Et là, on voit que l'Allemagne est aujourd'hui le maillon fort de cette Europe. Comment interprétez-vous cela du point de vue historique? C'est aujourd'hui quelque chose d'évident. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne qui ne s'est pas passé manifestement en Pologne, à Budapest? Beau travail de mémoire, beau travail de deuil des crimes commis par l'Allemagne, invention d'un patriotisme constitutionnel, à la fois par des grands intellectuels comme Habermas, par des hommes politiques comme Joschka Fischer, qui ont vraiment popularisé cette idée qu'être un patriote, c'est être le patriote d'un texte autant que d'un sol et d'une tradition. Et puis troisièmement,
ça compte aussi des femmes ou des hommes, des grands leaders. Angela Merkel a été un grand leader politique. Quand elle a pris la position que vous savez à propos des réfugiés, c'était un grand moment de grandeur kantienne. Donc il y a ça aussi. La combinaison des trois, ce travail de mémoire, cette invention d'un patriotisme de papier qui est pour moi le plus noble, d'un patriotisme de l'idée, et puis la rencontre avec des grands leaders, parce qu'il y a eu aussi Joschka Fischer et d'autres, tout cela a fait cette exception allemande probablement. Un extrait de votre pièce, Bernard-Henri Lévy, Looking for Europe, et puisque vous la donnez en anglais lorsque vous êtes hors de France, je vais vous proposer... Pas toujours, parfois en français au contraire. Vous proposez mais parfois alors là, en tout cas, on va l'entendre en anglais, et donc je vous propose de la traduire dans quelques instants. On vous écoute. What happened? Civilization usually fall to external attack. This time, it seems to come from within. Europe is overdosing on mediocrity, bitterness, and cowardice like old beasts, crying though they are not in pain. They are just old, and they are shedding tears of age. Is that what the Brexiters might have been feeling deep down? Could they have understood in their crazy minds that Europe is one big Titanic waiting to sink if we don't prevent it? Traduction, Bernard-Henri Lévy. L'accent est terrible, je veux dire. Quand je l'entends, l'accent est épouvantable. Bon, mais enfin, ça avait plu aux Anglais quand même. Traduction, est-ce que l'Europe n'est pas un Titanic en train de sombrer si nous ne l'empêchons pas? Et traduction, d'habitude, les civilisations meurent sous les assauts du dehors. Là, il y a les assauts du dehors, c'est Trump et Poutine. Ça, c'est clairement des assauts qui veulent notre mort, comme Europe, mais il y a aussi un assaut du dedans, une espèce de fatigue intérieure, de grand découragement, ce qu'un philosophe des années 30, qui était Edmund Husserl, appelait la cendre de la grande lassitude, que dont tant d'Européens ont le goût aujourd'hui dans la bouche. C'est ça que je disais dans ce mauvais anglais. Bernard-Henri Lévy, Looking for Europe, à Milan le 5 mars prochain et à Paris donc le 20 mai. Et puis d'ici là, dans une vingtaine de villes, à Prague, à Rome, à Berlin, à Gdansk.